Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est une vidéo assez spéciale puisque ce sera la review DVD de Taboo Tuesday 2005. Alors pourquoi ce DVD? Pourquoi cette émission? Premièrement, nouvelle émission sur ma chaîne, review DVD. Vous avez été très nombreux à me le demander. C'est un grand classique sur YouTube de faire les reviews de pay-per-view ou d'anciens pay-per-view. Nous faisons avec notre équipe des reviews sur les pay-per-view actuels en direct tous les mois. Et bien là, review DVD de Taboo Tuesday 2005. Je commence par ce pay-per-view parce que c'est un des premiers pay-per-view que j'ai en DVD, enfin en tout cas les plus anciens. Et je veux pas non plus comme j'en ai des encore plus anciens, hein, mais je veux pas aller trop loin parce que je préfère quand même qu'on s'intéresse à l'ère un petit peu plus moderne de la WWE. Et je préfère commencer par les pay-per-view et les années que j'ai connu en premier personnellement parce que ce sont les pay-per-view et les années dont je vais plus pouvoir parler facilement au niveau des rivalités, etc. Et je vais suivre chronologiquement tous les pay-per-view puisque à partir de ce pay-per-view là, j'ai tous les pay-per-view jusqu'à quasiment aujourd'hui. Donc je vais pouvoir les faire un par un. Et donc on commence aujourd'hui avec Taboo Tuesday 2005 qui a eu lieu le 1er novembre 2005 à San Diego en Californie. Il y a de très beaux matchs à la carte. Le principe de Taboo Tuesday, si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu le Cyber Sunday des années 2007 et 2008 et 2006 d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était le public qui votait pour soit le catcheur qui allait affronter un autre catcheur, soit pour la stipulation du match. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Soit pour l'arbitre spécial. Voilà, en gros, c'était le public qui avait le choix parmi trois propositions à chaque fois. Et la proposition qui avait le plus de votes était choisie et le match avait lieu sous cette condition. Voilà, je vous propose de commencer dès maintenant. Review de Taboo Tuesday, c'est parti. On va donc commencer cette review de Taboo Tuesday 2005 avec l'opener. Donc si vous me voyez regarder en bas de temps en temps, c'est parce que j'ai mes fiches. Voilà. Vu que j'ai très peu de mémoire, sachant que ça fait plusieurs jours que j'ai regardé le DVD, je me sers de mes notes pour vous faire cette vidéo et pour me remémorer les matchs parce que sinon ça serait difficile. Donc premier match qui fut un match pour affronter Edge et Chris Masters. Donc le public avait toute une liste de catcheurs et devait voter pour les deux qu'il voulait voir affronter face à Edge et Christian. Et les heureux élus ont été Matt Hardy et Rey Mysterio. Alors il faut savoir que Edge au début du match a fait un petit speech et a dit qu'il ne voulait pas catcher ce soir-là. Il n'avait pas envie, monsieur était très colère et a décidé de se faire remplacer par Snitsky. Donc au final, on a eu une équipe composée de Chris Masters et Snitsky. Edge n'a pas voulu combattre. Alors ce match, c'était un bon match. Je vais commencer par là, hein. Donc c'était dans sa globalité, c'était un bon match. Un bon opener. Ça me faisait peur au début d'avoir Chris Masters et Snitsky face à Matt Hardy et Rey Mysterio. On a une opposition des styles, donc ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que Snitsky, bon, c'est pas un catcheur, voilà, qu'on se dit, wow, c'est Snitsky, ça va être énorme. C'est vrai que bon, c'est pas quelque chose qu'on attend forcément. Ensuite, donc, je vais procéder comme ça, hein. Donc, je relève les botches que je remarque dans le match. Je remarque évidemment les grands spots ou en tout cas les moments marquants du match. Et ensuite, j'ai des petites remarques voilà, que j'ai faites sur le match. Alors, c'est un match qui a été plutôt lent au début avec des prises. Euh, voilà, c'est mou. Les catcheurs ont du mal à se lancer. Il n'y a pas beaucoup de rythme. Venant de Rey Mysterio et de Matt Hardy, c'était assez bizarre. Euh, Ensuite, on a eu une vraiment très grosse domination des heels dans ce match. Donc les heels hein, qui étaient Chris Masters et Snitsky, ils ont vraiment dominé une très grosse partie du match et une trop grosse partie à mon goût. Parce que justement, quand on a une domination comme ça des heels, une trop grosse domination, on se dit les faces vont revenir et vont remporter le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement cela. Donc du coup, ça enlève vraiment de la prévisibilité au match, pardon. La foule, elle, était vraiment énormément présente dans le match. On avait vraiment un public qui ne ressemble à rien de celui d'aujourd'hui. Le public qui n'arrêtait pas de chanter Snitsky Sucks par exemple.
Vraiment, le public était très présent dans ce match et avait l'air d'aimer le match. Il encourageait ou huait les superstars. Donc de ce point de vue-là, c'était vraiment une bonne chose. Euh, Sinon, bah voilà, hein, j'ai remarqué que c'était un match classique, donc domination des heels après le retour des face. Et la fin de match qui a été beaucoup plus rapide, ça c'est vraiment une très bonne chose. On a eu beaucoup d'enchaînements, beaucoup de spots intéressants en cette fin de match grâce à Matt Hardy et Rey Mysterio, donc ils sont plus aériens, qui ont vraiment redonné du rythme à ce match. Et la fin était très intéressante. Donc dans les spots à retenir, j'ai noté le Spinebuster de Snitsky qui était vraiment dévastateur. Il était vraiment très impressionnant. Voilà, c'était pas un simple Spinebuster. On voit qu'il lui a mis toute sa puissance et c'était vraiment une très belle prise à regarder. Ensuite, on a eu un springboard crossbody de Rey Mysterio sur Snitsky qui lui aussi était très bien porté et qui était vraiment un bon spot dans ce match. Et enfin, j'ai relevé le double splash à l'extérieur donc de Matt Hardy et de Rey Mysterio sur Chris Master et Snitsky qui eux étaient dehors. Voilà, sinon il y a eu des botches. Il y a eu la souplex de Matt Hardy sur Snitsky du haut de la deuxième corde. Alors ça, voilà, c'est très apparent. C'est pas énormément gênant parce qu'au final on a quand même eu un bon match, un match qui était agréable à regarder, mais voilà, je l'ai quand même relevé. Et on a eu un tombé en roulade qui a lui aussi été botché. Voilà, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, mais c'était vraiment pas terrible de ce côté-là. En conclusion pour ce premier match, nous avons eu un match correct, un bon opener et je lui ai mis 3,25 sur 5. On continue avec le match numéro 2. Match numéro 2 qui était un match entre Rob Conway, pour être très honnête que je ne connaissais absolument pas, je n'avais jamais entendu parler de lui, et Tyson Tomko qui lui je connaissais, et Eugene et justement on ne savait pas son partenaire, c'est le public qui devait voter pour le partenaire de Eugene. On avait en proposition Jim Duggan, Jimmy Snuka ou Kamala. Et le public a voté à la majorité Jimmy Snuka. Alors là, ça m'a fait vraiment peur parce que déjà Eugene, voilà, vu le gimmick qu'il avait, c'était pas la joie. Et en plus, on lui rajoute Jimmy Snuka qui est très âgé, qui était un excellent catcheur hein, dans les années 80, je ne le nie pas. Mais Jimmy Snuka avait de l'âge là lors de ce match et voilà dans le ring il est limité. Euh, voilà, je m'attendais au pire et au final bon on a eu un match qui était sympathique mais pas un match non plus énorme qu'on pourrait mettre dans le main event de WrestleMania, hein, faut pas déconner. On a eu un match lent qui a eu du mal à démarrer et qui a même jamais démarré, je crois bien, parce que c'était vraiment pas, voilà, c'était limite dans le ring. On n'a pas eu de in-ring impressionnant. Ensuite, on n'a pas eu de spot extraordinaire non plus. Il n'y a pas un spot qui a rattrapé tout le match. Non, on n'a rien eu de. Voilà, ça restait du catch basique, quoi. Euh, on a un match qui est très 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 loin d'être technique. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'on avait eu beaucoup de coups, du genre des coups de poing, des coups de coude, des coups de pied. Mais tout ce qui est prise, c'était pas très riche en prise, justement. Donc beaucoup de coups, peu de prises. Et un match assez répétitif justement de ce point de vue-là. Des coups de poing, des coups de coude, des coups de pied, des coups de genoux. Voilà, c'est vraiment le genre de truc que l'on a eu à répétition dans le match pour vraiment très peu de prises. Et malheureusement, on ne peut pas baser un match de catch sur des coups. Il faut des prises, sinon bah, le match, on s'ennuie, c'est répétitif. Donc voilà, c'était pas un match extraordinaire. C'était un match sympathique tout de même à regarder avec la présence de Jimmy Snuka qui est une légende des rings. Mais voilà, sinon pour conclure, je lui ai mis 2 sur 5. On continue avec le match numéro 3 qui fut un match entre Carlito et un adversaire mystère. Le public devait voter pour le personnage de son choix. Donc pour la petite histoire, il affrontait, quoi qu'il arrive, Mick Foley, mais sous un gimmick différent. Donc il pouvait soit affronter Mankind, soit Dude Love, soit Cactus Jack. Et le public a voté à la majorité Mankind. Voilà. Alors pour ce match, Carlito Mankind, je m'attendais à un bon match, hein. Voilà, Mankind et sa folie et Carlito et son bon catch, hein, parce que Carlito n'est pas un mauvais catcheur. Donc nous avons une domination de Mankind en début de match qui domine clairement Carlito. Ça a été un petit peu long d'ailleurs je trouve, hein. Mankind a dominé un bon moment. Et après bah, justement le match
C'est le reproche que j'ai fait en majorité, c'est que Carlito n'a rien fait dans ce match. Mankind a vraiment dominé du début à la fin. Il y a juste un tout petit moment où Carlito revient un laps de temps et aussitôt après Mankind recontre. Vraiment Carlito, c'est dommage parce que c'est un bon catcheur. Il aurait pu nous faire des bons spots avec Mankind dans ce ring s'il avait dominé un petit peu plus. Malheureusement non. J'aurais vraiment aimé en voir plus de Carlito. Et la fin qui a été un petit peu bâclée parce que franchement je m'attendais à autre chose que ça. Il se prend donc le Mandible Claw de Mankind et il abandonne aussitôt quoi. Franchement, il pourrait laisser un petit peu plus de suspense, attendre, laisser la chaussette dans la bouche, et attendre un petit peu, faire semblant de vouloir taper et attendre au final plus de temps pour laisser du suspense. Mais là, il se prend le truc, il abandonne direct. Bon, d'un côté, ça montre un petit peu que Carlito, bah, il n'est pas résistant et qu'il a peur de Mankind, de ce qu'il va lui faire, donc il préfère abandonner aussitôt. Mais d'un côté, voilà, la fin, ça la bâcle un petit peu. Donc j'étais un petit peu déçu de ce point de vue-là. Qu'est-ce que j'ai retenu? Donc pas de botch dans ce match, j'en ai pas remarqué. Par contre, des spots à retenir, il y en a eu quelques-uns quand même, hein. Il y a eu la chute de Mankind sur la pointe de l'escalier en acier. Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que voilà, je crois que c'est un tour de hanche qu'il se prend Mankind à l'extérieur et il atterrit violemment sur le flanc de l'escalier. Il se le prend en plein dans la tête. Je crois que c'est ça, hein, je ne l'ai pas marqué, mais je crois que oui, il atterrit la tête sur la pointe de l'escalier là. Et il a dû morfler vraiment. Donc voilà, ça c'était un bon spot. Et enfin, Mankind qui a porté un coup de genou à Carlito dans le coin. Mais pas un petit coup de genou, voilà, hein. C'était un coup de genou vraiment violemment porté. Et voilà, on avait vraiment l'impression qu'il imitait du sien et qu'il voulait vraiment réduire Carlito en miettes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai agréablement aimé. Et c'est tout pour ce match. C'est tout ce que j'ai relevé. Et je lui ai mis un 3 sur 5 à ce match. Voilà, donc 3 sur 5, un tout petit peu moins que l'opener, mais ça reste un bon match quand même pour conclure. Quatrième match de la soirée, nous avons donc Lance Cade et Trevor Murdoch face au Big Show et Kane pour les titres par équipe. Donc il faut savoir que les champions au début de ce match étaient Lance Cade et Trevor Murdoch. Je tourne ma page. Alors, ce match, il commence par une domination de Kane et Big Show. Voilà, c'est normal. Il faut savoir qu'ils étaient face hein, dans ce match. Enfin, ils étaient face dans le contexte moyen. Hein. Ils n'étaient pas non plus extrêmement appréciés de la foule. Mais Lance Cade et Trevor Murdoch étaient clairement les heels. Alors, on a une domination de Kane et Big Show au début. C'est Kane qui est dans le ring, donc ça c'est une bonne chose parce que Big Show justement, pour un début de match, il est assez lent, donc c'est pas le top. Je préfère que ce soit Kane. Donc Kane a vraiment donné du rythme au début du combat. Et justement, après, on a l'entrée du Big Show. Et le Big Show a vraiment calmé le rythme après. Il est lent. Et Big Show dans le ring, moi je suis pas très fan. Je m'attendais un petit peu mieux. Et c'est tout pour ce début de match. Donc Kane qui donne du rythme et Big Show qui cause tout. Ensuite, le Big Show qui porte ses atémis, ses coups de boule. Voilà, ça c'était un enchaînement classique du Big Show à l'époque, même s'il le fait un peu moins maintenant. Mais voilà, répétitif, lent, atémis, coup de boule, atémis, coup de boule. Voilà, c'est le Big Show, moi j'ai vraiment du mal. Je l'ai trouvé, encore des fois, il arrive à nous sortir des matchs. Bon, ça va, il varie un peu ses prises, il nous impressionne un peu. Ça dépend aussi des adversaires qu'il a. Mais bon, là, dans ce match-là, je ne l'ai pas trouvé génial, le Big Show. Ensuite, on a eu un retour de Lance Cade et Trevor Murdoch. Là, c'est un petit peu plus normal. Pour revenir au match, par exemple, de Carlito et Mankind, où il y a eu la même domination du début à la fin, où je trouve ça moyen. Là, en revanche, on a un retour des heels, ce qui est normal. Donc, eux, ils ont fait vraiment une démonstration technique. Je parle de Lance Cade et Trevor Murdoch. Avec, on a eu des neck breakers, on a eu beaucoup de prises à deux. Ça, c'est une bonne chose dans un match tag team de faire des prises à deux. C'est la base, quoi. Et voilà, démonstration technique de Cade et Murdoch. Et pour finir ce match, eh bien, on a le retour des faces, Kane et Big Show, qui reviennent, qui les démolissent, qui en jettent un à l'extérieur, qui tabassent l'autre. Et ça se finit un peu trop lentement, je trouve.
Et c'était encore une fois répétitif à cause de la présence du Big Show. Kane arrive à varier ses prises, le Big Show un peu moins. Je ne sais même pas si on peut parler de prise, on peut parler de coups pour le Big Show, mais au niveau des prises, il est très limité. Voilà, au niveau des botches, on a eu un Bigfoot de Kane sur Landscade qui, au lieu de taper la tête, a tapé dans les côtes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour Kane. Manque de souplesse peut-être, il n'a pas réussi à atteindre la tête. Mais c'était clairement botché, ce n'était pas voulu. Il n'a pas voulu taper dans les côtes, hein. Ça devait être un Bigfoot dans la tête à la base. Mais voilà. Et le spot à retenir, eh bien, c'est cette fin de match, tout simplement. Le double chokeslam du Big Show et de Kane. C'était la première fois qu'ils faisaient équipe à l'époque, hein. Enfin, peut-être que dans les Raw et SmackDown d'avant, ils avaient déjà fait un petit peu équipe ensemble, mais je ne sais pas. Non, je crois pas. Je crois que c'était leur premier match en équipe. Et bah voilà, premier finisher en équipe, le double chokeslam qui sera leur prise de finition pour les futurs combats qui suivront. Puisque comme vous l'aurez compris, c'est Big Show et Kane qui ont remporté ce match et qui justement deviennent les nouveaux champions par équipe de la double, non pas de la WWE, les nouveaux champions du monde par équipe, puisque à l'époque il y avait 2 titres par équipe. Donc là c'était pour le titre de champion du monde par équipe. Et il faut savoir aussi que Taboo Tuesday c'était un pay-per-view uniquement pour le roster de Raw, hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que les titres qui étaient à Raw à l'époque dans ce pay-per-view, pas les titres qui étaient à SmackDown. Voilà pour ce match. 2,5 sur 5, c'est ma note. On passe au match numéro 5, qui était un match entre The Coach, Goldust et Vader face à Batista, donc un 3-on-1 handicap match. Il y avait 3 stipulations possibles pour ce match. On avait soit un débat verbal, soit un bras de fer, ou soit un street fight match, donc une bagarre de rue où tout est permis. Et clairement, ce qui a été décidé, c'est le street fight. Voilà, donc street fight match pour ce match, match handicap. Bon, les matchs handicap, c'est pas ce qu'il y a de top, hein. En général, celui qui a le handicap s'en sort. Voilà, ça a pour but de mettre en avant les catcheurs, hein, les matchs handicap. Euh, c'est vraiment rare, hein, quand ceux qui sont en situation favorable dans le match handicap remportent le match. J'en ai un qui vient en tête, c'est peut-être le Bobby Lashley. euh, non, justement, oui, le Bobby Lashley contre Umaga, Shane McMahon et Vince McMahon à One Night Stand 2007. Je crois que c'est le. Je dis des bêtises, c'était pas à One Night Stand 2007, c'était à Judgment Day 2007, je crois. Ouais, ça doit être ça. Quoique non, je suis même plus sûr, c'est peut-être Backlash 2007. Bref, en tout cas, c'était soit Backlash, soit Judgment Day, je ne sais plus. Mais voilà, il y avait un match handicap et c'était Vince McMahon, Shane McMahon et Umaga qui avaient remporté ce match face à Bobby Lashley. C'est très très rare. Donc là, évidemment, on a une victoire de Batista, hein. Donc je vous spoil un petit peu la fin, mais c'était voilà, c'était pour suivre mon raisonnement. Donc au début, on a une domination évidente des heels, donc du coach, de Vader et de Goldust. Évidemment, quand on a une domination, après qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un retour du face Batista. Et là, domination totale, match très très court, un match qui a été bâclé. C'était un match vraiment, j'ai marqué vide, donc il n'y avait rien, il n'y avait pas de contenu. C'était vraiment, il y avait beaucoup de blabla, genre les heels le frappaient et c'est qui le plus fort, c'est qui le plus fort. Voilà, ça tournait vraiment autour de ça. Il y avait pas de technique. Je l'ai dit, hein, c'est très court et il y a eu des coups de ceinture. Voilà. Alors ça, c'était le truc qui a rempli tout le match. Il a enlevé sa ceinture, schlack, 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 chouette Batista, fini. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu de technique dans le match. Bon, c'est pas top. Et Batista bombe de Batista sur le coach. 1, 2, 3, victoire. 1 sur 5. Voilà. Ça mérite pas plus, hein, honnêtement, c'est pas parce que je suis sévère ou quoi, hein. Clairement, objectivement, on peut pas trouver quelque chose de bien à ce match. Je suis désolé, il n'y a rien, il n'y a aucun contenu. Voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce match. On va passer au match numéro 6, qui était une bataille royale des divas. Alors pour commencer, il faut savoir que c'est difficile de juger une bataille royale parce que voilà, c'est pas un match qui a été inventé pour être technique. Faut faire passer les catcheuses par-dessus la troisième ou la deuxième corde. Voilà, il n'y a pas de technique. Le but c'est de faire passer l'autre, donc ils se précipitent tous vers les cordes pour essayer de les éliminer. Le but c'est pas de faire les plus belles prises. Donc évidemment,
Niveau de qualité de match, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais je vais quand même essayer de donner un jugement. Je vais juger ça par rapport à d'autres batailles royales, hein. Donc on n'a pas eu de gros spots, hein. J'ai rien relevé en spot dans ce match, si ce n'est peut-être le coup de genou de Trish sur Victoria pour l'éliminer à la fin. C'est tout. J'ai relevé que ça. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de contenu. J'ai remarqué la fin de match qui était bien. Ça a mis en place une future rivalité. Mickie James qui s'est sacrifié pour laisser gagner Trish Stratus et éliminer Victoria. Euh, il faut savoir que Mickie James et Trish Stratus après ont lancé une rivalité pour WrestleMania 22. Donc c'était une bonne idée pour mettre en place cette rivalité. Il faut savoir qu'à l'époque, la storyline voulait que Mickie James soit amoureuse de Trish Stratus et Trish Stratus, elle, ne voulait pas de Mickie James et l'a repoussé. Il y a eu des bisous de Mickie James sur Trish Stratus alors que Trish ne voulait pas. Voilà. Et tout ça a mené à un combat entre les deux à WrestleMania 22 pour le titre des Divas. Je ne sais pas si je l'ai précisé, hein, mais ce match était pour le titre des Divas. Le Women's Championship, hein, je devrais dire plus exactement. Et c'est tout ce que j'ai relevé pour ce match. Et 2,5 sur 5. J'ai vraiment eu du mal à juger ce match parce qu'il n'y a rien, clairement en contenu. Je suis peut-être généreux avec le 2,5 sur 5, sachant que j'ai mis 1 sur 5 au précédent. Mais en même temps, c'est une bataille royale. Donc bon, on aurait mis de très bons catcheurs dans une bataille royale. Ça n'aurait pas été top non plus techniquement. Donc c'est vraiment une stipulation que je n'apprécie pas beaucoup, qui est très difficile à juger. On va passer au match suivant qui, lui, vous allez voir, a été beaucoup plus intéressant. C'était un match pour le titre intercontinental. Triple H affrontait Ric Flair. Donc Ric Flair qui était le champion intercontinental à l'époque. Et le public votait pour donc 3 stipulations, celles qu'il souhaitait voir pour ce match. Il y avait le False Count Anywhere, il y avait un One Fall to a Finish. Donc un One Fall to a Finish, si je ne me trompe pas, c'est un match où l'on peut uniquement gagner par tomber ou par soumission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner par KO, on peut pas, enfin c'est stupide par KO, mais on ne peut pas gagner par disqualification, on ne peut pas gagner par décompte à l'extérieur. Tout ça n'existe pas, c'est que par tomber ou soumission. Bon, on aurait mis un… Mais non, parce que j'ai dit on aurait mis un Street Fight, c'est pareil. Mais non, parce que là justement, non en fait, non j'ai rien dit. C'est exactement pareil qu'un Street Fight, hein, parce qu'il n'y a pas de disqualification, donc on peut utiliser des armes. Donc voilà, clairement c'est une stipulation, un nom de stipulation qui pourrait en remplacer tant d'autres. Donc c'est un Street Fight en gros, hein. Et enfin, un Steel Cage Match qui a été la stipulation choisie. Donc là, aussitôt, je me suis dit Steel Cage Match, Triple H, Ric Flair, il y aura du sang. Voilà, c'est un classique. Donc ce match, comment il commence? On a un match qui commence assez rapidement avec des échanges de coups. Donc c'était vraiment une vraie guerre entre les deux membres de l'évolution à l'époque, hein. Donc ils s'en voulaient vraiment. On voyait qu'ils mettaient toute leur haine, hein. C'était limite devenu une histoire familiale. On sentait vraiment que c'était une véritable guerre entre les deux catcheurs. Très brutal. Donc ça part rapidement au début. Après on a Ric Flair qui se met à saigner assez rapidement. Après quelques minutes de match, hein, donc ça prouve vraiment que c'est brutal. Ric Flair qui dès le début saigne. Triple H lui aussi saignera, mais un petit peu plus tard. J'ai relevé que c'était un match certes qui était brutal. Donc quand c'est brutal, moi personnellement c'est quelque chose qui me divertit. Donc je suis à fond dans le match, je regarde quoi. Mais par contre, pas de technique. Voilà, c'est peut-être le reproche qu'on peut donner à ce match. C'est que c'était une guerre. Et quand c'est une guerre, eh ben, les catcheurs ne font pas tout pour nous proposer de très beaux matchs, de faire de très belles souplexes, de très beaux moves. Non, le but, c'est de déglinguer son adversaire, qu'il saigne, qu'il souffre. Donc, brutalité, et ça s'arrête là pour ce match. Mais c'était tout de même très divertissant. On a eu des coups de poing, des atémis, des descentes du genou, des prises en 4. Donc, ça nous a vraiment donné un match avec du suspense. Et c'était vraiment une véritable boucherie sans fin. Parce que le suspense était présent du début à la fin. Il était en 100 KO. Triple H fait le tomber, mais Ric Flair se dégage. Et inversement. Vraiment, on attendait la fin de ce match, hein. On ne savait pas comment ça allait se finir. Donc c'était bien vu de ce côté-là, le fait d'ajouter du suspense.
Les botches. Alors, il y a eu 2 descentes du genou de Triple H qui ont été botchées, mais clairement, il y aurait pu y en avoir qu'une, mais non, j'en ai relevé 2. Les 2 étaient botchées. Parce que ça descend du genou, Triple H, évidemment, il ne touche pas la tête, c'est normal. Parce que voilà, c'est pas le but du match. Mais c'était quand même, on voyait clairement qu'il touchait pas la tête, c'est passé vraiment très loin de la tête et c'est un reproche. S'il n'arrive pas à se rapprocher trop près pour donner de la réalité à cette prise, qu'il ne la fasse pas. Mais là, clairement, c'était un peu trop visible. Sinon, c'est le seul botch que j'ai relevé. Sinon, du point de vue des spots à retenir, il y en a plusieurs. On a Triple H qui contre le figure four leg lock avec un coup de chaîne dans la face de Ric Flair. Donc là, c'était très sanglant, hein, c'est brutal. Donc ça, j'ai bien aimé. L'imitation de Ric Flair avec le figure four leg lock. Donc Triple H qui se moque de Ric Flair. Ça, c'était également appréciable. On a eu 2 low blows de Ric Flair et il le porte tellement bien et c'est tellement bien vendu que c'en est drôle et j'aime bien moi voir ce genre de prise et ce genre de coup bas parce que voilà, c'est la triche de Ric Flair toujours et c'est l'une de ses caractéristiques principales de sa carrière, ça la triche, hein, les coups bas c'est une spécialité pour lui. Et enfin, le coup de chaise de Ric Flair, tellement violent, waouh! Donc pour conclure ce match, un match très brutal, très divertissant malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de technique. Un match qu'il faut voir, je lui ai mis 3,75 sur 5. Voilà, et on en arrive maintenant au main event de la soirée. Un match triple threat pour le titre de la WWE. Kurt Angle devait affronter John Cena, ça c'était une certitude, mais on ne savait pas le troisième homme qui allait se rajouter au match. Les gens avaient le choix entre Shawn Michaels, le Big Show et Kane. Je ne sais pas vous, mais pour moi, le choix aurait été également vite fait. C'est Shawn Michaels qui a remporté ce sondage et qui a donc eu sa chance pour le titre de la WWE dans ce triple threat match. Moi aussi, hein, personnellement, j'aurais voté Shawn Michaels sans hésiter. Je veux dire Kane, Big Show. Voilà quoi, c'est pas le catcheur que tu vas mettre face à Kurt Angle et John Cena. On sait très bien que Shawn Michaels va nous proposer un meilleur contenu. Alors, pour ce match, évidemment, c'est un triple threat match. Donc, ce match part sur un bon rythme. On a une domination de Kurt Angle, puis une domination de John Cena, puis une domination de Shawn Michaels. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose puisqu'on a vraiment un match qui roule, enfin, la roue tourne, quoi. C'est-à-dire que chacun a son moment de gloire, chacun est mis en avant. Donc, ça, c'est une bonne chose. Quand le temps de domination est réparti à part égale comme ça met en place une certaine forme de suspense, donc ça c'est une bonne chose. On a eu une tentative de finisher de chaque participant. Aucun participant n'a réussi à le placer, je parle en début de match hein, bien sûr. Donc ça aussi c'était agréable, j'ai bien aimé voir ça. On s'est dit putain s'il y en a un qui place déjà le finisher, ça pourrait déjà être fini. Bon évidemment ça ne serait pas fini, il y aurait eu un dégagement, mais bon ça aurait pu. Et au final non, personne n'a placé le finisher, donc c'était assez original. Ensuite, on a Shawn Michaels et Kurt Angle qui ont décidé de faire équipe pour éliminer John Cena. Donc une petite alliance comme ça dans un triple threat match est toujours agréable à regarder. Ensuite, ils ont réussi à mettre Cena de côté un petit moment. Mais après, John Cena revient et fait son enchaînement final sur Kurt Angle. L'enchaînement final, vous le connaissez, hein, c'est le Final Shuffle qui a été contré. Donc l'enchaînement n'a pas eu lieu. Il a été contré en angle lock par Kurt Angle évidemment. Et c'était original justement. Il y a eu du suspense à ce moment-là. Est-ce que John Cena va abandonner? Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore son gimmick de je n'abandonnerai jamais. Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il va faire John Cena? Est-ce qu'il va abandonner et perdre son titre? Parce que oui, John Cena était champion au début de ce match. Et ensuite, eh bien, on a Shawn Michaels qui vient pour dégager Cena et qui assène un switch in music à Kurt Angle qui met Kurt Angle KO. Mais John Cena, lui, il est frais dispo, il se relève, il porte Shawn Michaels, FU, hein, qui s'appelait le FU et non pas le Attitude Adjustment à l'époque, et tombé sur Shawn Michaels et victoire. Évidemment, Kurt Angle venait de se prendre un switch in music, il n'était pas apte à intervenir.
Donc voilà, la fin de match n'était pas mauvaise, hein, je n'ai rien contre John Cena, malgré que vous savez peut-être que je ne suis pas un fan de John Cena. Il faut reconnaître que cette fin de match était bien bookée, c'était un très bon match, beaucoup de suspense, beaucoup de technique, hein. Quand on a Kurt Angle et Shawn Michaels dans un ring, on peut s'attendre à de la grande technique, évidemment, ce sont deux grands techniciens. Euh, voilà, ce sont trois catcheurs qui se complètent parfaitement et qui nous ont offert un très bon match, un très bon main event pour ce Taboo Tuesday, qui mérite sa place de main event. C'est pour moi le match que j'ai le mieux noté, donc ça prouve que finalement c'est peut-être le match qui mérite la meilleure place dans la carte. Donc tant mieux pour une fois, enfin pour une fois. Des fois ça arrive que le main event n'ait pas lieu d'être dans le main event justement. Mais là, ce n'est pas le cas. Très bon match. 4 sur 5 pour ce match. Je vous conseille de le regarder. Voilà, c'est la fin de cette première review. J'espère que cette petite review vous aura plu. Moi, j'ai pris un très grand plaisir à vous présenter ce pay-per-view de Taboo Tuesday. J'ai également pris un très grand plaisir à le regarder. Donc, n'hésitez pas à acheter le DVD si vous voulez regarder ce pay-per-view. Ou n'hésitez pas à tout simplement vous abonner au WWE Network pour regarder ce pay-per-view qui évidemment est présent dans la bibliothèque du network. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce nouveau concept des reviews DVD et des reviews des matchs de chaque pay-per-view vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce nouveau genre de vidéo parce que c'est très important. Si vous n'aimez pas, évidemment, je ne vais pas continuer. Je vous écoute, hein, c'est à vous d'en décider. C'est à vous de juger mon travail. Si ça vous a plu, on se retrouvera avec le prochain pay-per-view qui sera les Survivor Series 2005. Voilà, donc j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut vraiment un plaisir de vous présenter ce pay-per-view. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et la suite, c'était la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.